commune de Yopougon, plusieurs arrestations après les violents affrontements survenus hier dans le sous-quartier Koweït. Enfin, pas un seul mot sur son avenir politique en République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila s'est exprimé hier devant le Congrès. Bienvenue, bonsoir à tous. Grosse frayeur hier dans la commune de Yopougon. Les populations du sous-quartier Koweït ont vu s'affronter des jeunes gens. Plusieurs arrestations après cette altercation. On en parle avec Dangui Dangui. Laurentine a repris son commerce. Preuve que le calme est revenu ici au quartier Koweït dans la commune de Yopougon après la vague de violence et d'agression de jeudi. Aux environs de 14 h, ils sont rentrés au quartier ici. Tout le monde a eu la fuite. Donc on n'a pas pu faire le marché hier toute la journée. Orchestrée par des individus jusque-là non identifiés, cette vague d'agression a troublé la quiétude des habitants du quartier. Il y avait des machettes aussi dans la main des jeunes, ça courait. Nous, on ne savait pas aussi de quoi il s'agissait. Nous tous, on a eu peur, nous sommes rentrés. Ils ont des machettes, ils ont blessé les gens devant nous. Nous-mêmes, on a vu dedans. Moi-même, j'ai vu dedans. Moi-même, je courais, je cachais dans mon magasin. Là. Au nombre des nombreuses victimes figure Roger, un commerçant. Il met de l'ordre dans son magasin après le passage de ses agresseurs. Il y a des personnes qui sont venues avec des machettes, des pioches, tout et tout. Ils ont cassé des vitres de mes marchandises. Il y avait des portables, des ordinateurs. Ils ont fini pour l'instant, ils me trouver à l'argent. Il dit quel argent? Il y a un qui avait une bouteille, là, il a failli me piquer, il a attrapé ses deux mains et puis il les fait sortir. Mon portefeuille était dedans, ils ont pris tout, ma carte magnétique, ma carte dentée, en tout cas, il y avait de l'argent aussi dedans, ils ont tout est parti. De nombreux habitants du quartier ont été également victimes de vols, d'autres blessés. Je suis sortie, j'ai dit je vais aller voir les enfants au dehors, s'ils ont mangé. Et puis j'ai vu les jeunes là, ils sont en train de courir pour rentrer. Il y a un jeune même qui dit rentrez, rentrez. Un est sorti au dehors, maintenant il est rentré dans la cour. Il dit il n'a qu'à donner l'argent. J'ai dit il n'a pas l'argent. Donc il m'a piqué ici là. Il a vu qu'il y a là ici. Il a attrapé, il voulait faire deuxième. Donc j'ai enlevé le portefeuille, puis il a coupé pour aller. Le bilan de cet affrontement n'est pas encore connu. Mais de sources policières, il s'agit d'une bagarre rangée entre gangs fréquentant des fumoirs. Plusieurs personnes ont été interpellées. Un minicar transportant des belligérants a été saisi, ainsi que des armes blanches. L'enquête suit son cours pour mettre la main sur des suspects encore en fuite. Allez, un sujet plus heureux à présent. Des équipements médicaux ont été offerts récemment au village d'enfants SOS d'Abobo. Ce don de l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire vise à améliorer la santé des petits pensionnaires de cet orphelinat. On retrouve Dangui Dangui. Ils respirent la bonne santé. La joie de vivre se lit sur leur visage. Dans la chaleur de maman Akabla, au bâtiment 11 du village SOS d'Abobo. Ces jumeaux ont perdu leur mère biologique à l'accouchement. Maman Akabla se souvient encore de leur arrivée ici au village SOS d'Abobo. Quand ils arrivaient, ils avaient 3 mois. Ceux-là, ils avaient 3 mois. Oui, c'était bon. Ils n'ont pas pleuré. Quand je les ai pris, leur maman m'avait dit, celle qui les avait accompagnés, c'est-à-dire une parente à leur papa, parce que c'est des enfants qui ont perdu la mère à l'accouchement. Voilà. Donc, on les a reçus ici et on dit qu'ils ne vont pas chez les gens. Mais quand moi j'étais là, quand j'ai tendu la main, l'enfant a dormi jusqu'au petit matin. Les enfants, c'est un trésor. J'aime beaucoup les enfants. J'aime être en leur compagnie. C'est des enfants, ils sont adorables parce que ils sont sans défaut, ils sont naïfs, innocents, ignorants. Vraiment, je les apprécie beaucoup. Comme ces jumeaux, les enfants arrivent au village SOS d'Abobo de divers horizons. Leur prise en charge adéquate, un défi pour le village SOS. Ici, nous recevons des enfants qui viennent généralement avec des blessures, avec des traumatismes. Voilà, il faut pouvoir les suivre, avoir un suivi psychologique, un encadrement très rapproché pour que ces enfants-là puissent dépasser leur situation et pouvoir s'insérer de façon correcte dans la société. Confronté à ces difficultés, le village SOS d'Abobo peut compter sur le soutien de ses partenaires, parmi lesquels l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire. Ce jeudi, les Israéliens ont fait un don de matériel médical au village SOS d'Abobo. Les relations entre l'ambassade d'Israël et le SOS Village s'étalent depuis mon arrivée ici, ça fait presque 2 ans. Et
C'est une activité qui va aider les enfants, et pas seulement les enfants, et aussi la communauté autour. Je voudrais, au nom donc des enfants, de tout le personnel, mais aussi au nom de la Côte d'Ivoire, dire merci à ce grand pays qui a compris le bien fondé du travail que nous faisons pour le bien-être des enfants ivoiriens. Le village SOS d'Abobo existe en Côte d'Ivoire depuis 1971. Il est fondé sur la conviction qu'un enfant a toutes les chances de pouvoir se construire ou se reconstruire s'il se sent aimé et s'il peut aimer en retour. Ce centre a pour vocation, entre autres, d'apporter aux enfants un soutien, une affection durable et les accompagner vers l'autonomie. Le village SOS d'Abobo compte 91 enfants cette année. Où en sont les travaux de construction du lycée d'excellence de Grand Bassam? Une délégation du ministère de l'Éducation nationale a visité récemment le chantier. La pose de la première pierre de cet établissement scolaire s'est déroulée en décembre dernier. Les précisions de Kone Pargasoro. 50% des travaux sont déjà effectués. Par ces mots, le chef du projet du futur lycée d'excellence de Grand Bassam rassure le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle venu pour une visite de chantier. 6 mois après le lancement des travaux, l'ensemble des infrastructures est déjà visible. Des bâtiments R+1 sortis de terre. Quant aux travaux de maçonnerie, de menuiserie, plomberie et d'électricité, toujours en cours. Une évolution jugée satisfaisante par les deux parties, chinoises et ivoiriennes. Ce sont des signes qui montrent que le délai de mai 2019 pourrait être respecté. Aujourd'hui, le parcours que nous avons eu à faire ici achève de nous convaincre sur le bon déroulement des travaux. Je pense que tous les agendas sont tenus, le calendrier est respecté et nous pouvons dire que les choses se déroulent correctement ici. Interrogé sur les obstacles qui pourraient perturber la bonne marche des travaux, le chef de projet assure aucune difficulté, y compris la saison des pluies, ne pourrait mettre en mal la réalisation du projet. Le futur lycée d'excellence de Grand Bassam aura une capacité de 1000 élèves. Sa première rentrée scolaire est prévue pour septembre 2019. Autre actualité, plusieurs destinations incontournables sont à découvrir à travers la journée de l'ambassade. C'est une initiative de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO. Il s'agit d'amener les jeunes Ivoiriens à visiter des pays étrangers. Première étape, la Turquie et ses nombreux lieux d'intérêt. On retrouve Guillaume Zéré et Herman Yamia. La Turquie d'hier à aujourd'hui. Le thème est au centre de ce rassemblement entre l'ambassade de la Turquie en Côte d'Ivoire, des représentants de membres du gouvernement et quelques étudiants ivoiriens. L'initiative est de la Commission nationale ivoirienne de l'UNESCO. Objectif de cette journée, dite journée de l'ambassade, ouvrir le monde à la jeunesse ivoirienne et lui permettre de bâtir un monde idéal. Vous devez savoir qu'on est un pays de 780 000 m² avec 80 millions de population, très dynamique, avec presque tous les domaines de l'industrie. On aime chanter, on aime danser. Si nos jeunes sont informés de ce qui se passe ailleurs, ils sauront s'orienter. Voilà, ils sauront s'orienter et ils vont prendre les bons exemples là-bas que nous allons appliquer ici. La Turquie a du site inscrit. Nous allons lui poser la question comment ils font, quelles sont les techniques, quels sont les mécanismes pour inscrire un site au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une heure de présentation d'un pays profondément étranger à la majorité des participants. L'initiative de la Commission nationale ivoirienne de l'UNESCO est pour les acteurs de l'éducation nationale et pour les étudiants l'outil nécessaire dans l'édification des hommes. Il faut qu'on apprenne à nous enrichir de nos différences. Faire venir les différents pays, c'est justement les découvrir davantage. Ils sont différents de nous parce qu'on n'est pas du même pays, mais leur différence, cette différence-là doit pouvoir nous permettre de nous enrichir. Connaître un peu l'histoire de la Turquie, c'est quand même important pour quelqu'un qui fait de la culture de la paix, parce que la paix est une notion transversale, elle est recherchée de tous dans le monde. Donc connaître un peu l'histoire de la Turquie qui est beaucoup basée sur
la religiosité, la divinité, ça peut nous permettre d'asseoir une stratégie assez performante. Aujourd'hui, la Turquie, les jours à venir, ce sont d'autres représentations diplomatiques qui viendront présenter leur potentialité aussi bien économique, spirituelle que touristique. À cette journée de l'ambassade à laquelle a pris part aussi le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger, une toile de la paix a été paraphée par les différentes autorités présentes. Le président Joseph Kabila ne fait pas allusion à un troisième mandat en République démocratique du Congo. Il s'est exprimé hier devant le Parlement congolais. Joseph Kabila s'engage toutefois à respecter la Constitution. À 5 mois de la présidentielle, Joseph Kabila s'engage de nouveau à respecter la Constitution de la RDC. Mais le président congolais entretient le flou sur son avenir politique. Dans une allocution au Parlement jeudi, Kabila a expliqué que le modèle démocratique congolais a fait ses preuves. Je réaffirme donc que désormais, les élections en République démocratique du Congo seront réellement une affaire de souveraineté et qu'elles seront en conséquence entièrement financées par l'État congolais. Le cap de troisième consultation électorale fixée en décembre prochain reste donc maintenu. Et notre engagement à respecter la Constitution demeure lui aussi non équivoque. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait indiqué que le président Kabila allait annoncer une série de décisions importantes. Le discours de Kabila était donc très attendu par l'opposition et les partenaires de la RDC. Un discours qui n'a pas convaincu la classe politique congolaise. La Constitution, nous pouvons la changer en tant que parti. Nous pouvons la changer en tant que parti. Pourquoi? Parce que la Constitution est faite par les hommes et pour les hommes. Pour Patrick Mouyaya Katembwe, député national élu de Kinshasa sur la liste du parti Lumubiste unifié, Kabila a fait un discours qui ressemble à un bilan de sortie. En outre, le mandat de Kabila s'est achevé le 20 décembre 2016. La Constitution lui interdit de se représenter. Dans ma compréhension, la Constitution dit que le chef de l'État a 2 mandats et que de ce fait, on ne peut pas penser qu'il sera candidat. La date des élections en République démocratique du Congo est prévue se tenir le 23 décembre 2018. Le dépôt des candidatures à la présidentielle doit s'ouvrir le 24 juillet pour s'achever le 8 août. On faisait le point avec Ami Koulibaly. Après des décennies de guerre, l'Éthiopie et l'Érythrée renouent leurs relations diplomatiques. Mais dans la région nord de l'Éthiopie, les populations irobes s'inquiètent. Leurs terres devraient revenir à l'Érythrée en échange de la paix. On en parle avec Ami Koulibaly. Ici, à Alitena, à quelques kilomètres de la frontière érythréenne, les habitants sont inquiets. Cette région du nord de l'Éthiopie est en majorité habitée par le peuple irode. Depuis l'annonce du Premier ministre de respecter la frontière décidée par une commission internationale, les habitants ont peur de voir leur famille divisée. Cette décision va diviser la population. Si des frères sont séparés, ça va poser des problèmes. C'est pas comme ça qu'il y aura la paix. Les signaux en faveur de la paix entre les deux pays ont été accueillis avec enthousiasme dans la capitale éthiopienne, mais ici en territoire irode, rare bastion du catholicisme éthiopien, on craint de nouveaux conflits avec les Érythréens. Nous voulons la paix, mais nous pensons que ça peut se faire sans donner des terres. Ça devrait être comme avant, quand les frontières n'étaient pas source de conflits. Pour l'heure, aucune terre n'a encore changé de main. Pour certains Irodes, la paix est aussi signe d'opportunité. En ouvrant les routes entre les deux pays, le commerce pourrait être relancé. Pour d'autres, ce serait une occasion de retrouver des membres de leur famille disparus pendant les conflits. Depuis qu'on a appris la nouvelle, on est collé à notre télévision. Si les deux pays font vraiment la paix, peut-être que mon mari reviendra. Son mari, accusé d'avoir donné de la nourriture aux Éthiopiens pendant la guerre, avait été arrêté par les Érythréens et n'a jamais plus donné signe de vie. L'espoir renaît dans cette frontière oubliée. Et pour marquer cette détente historique, le tout premier vol commercial en 20 ans entre l'Éthiopie et l'Érythrée a été célébré le 18 juillet dernier. Il a relié Addis Abeba à Asmara.
Les passagers ont chanté et dansé à bord de l'appareil après son atterrissage dans la capitale érythréenne. Voilà, c'est sur ces images de réconciliation que nous allons nous quitter. Très bonne suite des programmes sur RTI2.